Paris Retail Week, la plénière continue. Nous allons maintenant parler d'une très jolie start-up qui n'est, d'ailleurs, je pense maintenant on peut dire plus une start-up. Vous avez tous vu, si vous êtes parisien, ce très joli petit chaton rose. Il est maintenant d'ailleurs à Lyon et je pense bientôt sera un petit peu partout. Paris audacieux, vendre en ligne de la joaillerie et maintenant d'ailleurs sur des points physiques, des showrooms physiques. Nous allons donc avoir une discussion avec le cofondateur Sharif de Gemio et Quentin du journal du Net que j'appelle à venir me rejoindre sur scène maintenant. Bonjour messieurs. Bonjour. Vos sièges sont prêts, les micros également. Je vais vous laisser discuter entre vous avec nous et je viens vous rejoindre tout à l'heure pour les questions-réponses. Merci Pascal. Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Hébrard, je suis le journaliste retail donc au journal du Net. Et aujourd'hui j'ai la chance d'interviewer pour vous le cofondateur d'une start-up à succès, Gemio. Pour compléter un peu ce qu'a dit Pascal, Gemio n'est pas une marketplace. Gemio fabrique et distribue de la joaillerie en ligne au même titre qu'un Cartier ou un Tiffany. Créé en 2011, basé à Paris. Cette jeune pousse emploie plus d'une vingtaine d'employés et affiche la rentabilité depuis le début d'année. L'entreprise compte plus d'une dizaine de milliers de commandes par an avec un panier moyen proche des 1 000 €. Et ce qui va être intéressant dans cette discussion, et c'est ce qu'a dit Pascal, c'est que cette société est née en ligne et qu'aujourd'hui elle se tourne vers le commerce physique. C'est dans l'actualité, c'est dans l'air du temps. Tout de suite, on va en parler. Bonjour Sharif Debs. Donc, bonjour, à l'origine, pour partir un peu au début, l'idée de Gemio vous est venue lors de votre recherche de bague de mariage avec votre épouse. Pouvez-vous nous raconter la naissance de votre pure player? Alors effectivement, quand on a démarré Gemio, j'ai été convaincu que j'avais envie de créer une entreprise, mais je n'avais pas forcément d'idée spécifique. Je cherchais juste un secteur dans lequel il fallait tout réinventer. Et à ce moment-là, j'avais demandé ma femme en mariage et je devais chercher une bague de fiançailles qu'on a cherché à deux, puisque les couples de millénials ont plutôt tendance à chercher une bague de fiançailles à deux de nos jours. Et c'est plus monsieur qui cherche tout seul et qui l'offre dans un écrin, enfin de moins en moins en tout cas. Et on a fait le tour de la place Vendôme, puisque n'y connaissant rien en joaillerie, on s'est juste rattaché aux quelques références qu'on pouvait avoir. Et la place Vendôme, ça faisait rêver, c'était l'émotion qu'on avait envie d'avoir. Et on a tout de suite senti, en faisant le tour des grandes marques, à la fois que l'émotion était là, donc c'est magnifique, les produits sont très beaux, les lieux sont sublimes, on a juste envie d'en être, mais que l'expérience client, les produits et les prix étaient bizarres. Je dis bizarre parce que c'est pas forcément que c'était mal fait, mais c'était inadapté par rapport au couple qu'on était. C'était inadapté, le prix minimal ou le prix moyen était inadapté aux pauvre français que je suis. La façon de me dévisager ou de me demander quel était mon budget était inadaptée. Les questions qu'on me posait me faisaient plutôt sourire ou relever le sourcil puisqu'on me demandait si je voulais du GVS, FCI, je ne comprenais rien du tout. Et en plus, j'étais cramoisi de honte parce que comme dans un bon restaurant, je ne savais pas si j'avais le droit ou j'avais intérêt à demander le prix, les prix étaient nulle part. Si on peut demander des discounts, donc j'ai demandé un discount, on m'a regardé comme un malpropre, mais derrière on est venu me voir en me disant mais on peut faire un effort pour vous, ce qui a achevé de me perdre complètement. Et donc j'ai juste senti que je n'étais pas à ma place. Et au final, ce qu'on a compris, c'est que l'expérience client, le produit, les marques de joaillerie qui créent de l'émotion aujourd'hui, de la place Vendôme, en fait, était à 90% inventé pour des clients qui ne sont pas la classe moyenne éduquée française, les gens de cette salle, mais était plutôt designé pour ce qui fait 90% du chiffre d'affaires des grands joailliers en France, c'est-à-dire les Chinois, les Russes, les Indiens, les Brésiliens. Et donc, toute l'expérience client, le produit, le prix, sont pensés pour des gens qui n'étaient pas pour nous. On a vu l'opportunité, on s'est dit, essayons de faire ça pour des gens comme nous. D'où la punchline sur votre site, Jeune et joaillier finalement. Alors, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Quel était le contexte de marché à l'époque en 2011? Y avait-il déjà des sites qui vendaient des bijoux sur Internet? Alors oui, quand on est arrivé, on a trouvé à peu près toutes les excuses qu'un entrepreneur peut s'inventer pour éviter de se jeter dans l'eau et plutôt rester dans son boulot précédent, notamment le fait qu'il y avait des concurrents. Donc il y avait des gens qui existaient et qui faisaient ça. Sauf qu'en creusant un peu, quand on s'acharne ou qu'on n'a pas le choix, on pourra en parler tout à l'heure,
on pouvait se rendre compte que les concurrents qui avaient décidé d'innover dans la joaillerie avaient pris un angle d'attaque qui était très différent du nôtre. Typiquement, l'angle d'attaque était pris, il y avait un concurrent qui était le plus grand joaillier à l'époque en ligne, il s'appelait Adamance, et qui prenait le modèle d'un Américain qui s'appelle Blue Nile. C'était de la vente de diamants en ligne qu'on pouvait monter. C'était un peu une bourse du diamant, avoir le diamant au meilleur prix, le plus vite possible, avec la marge la plus faible possible. Et ça, c'est un besoin qui répond à, comment dire, à une envie d'acheter en ligne de la joaillerie, mais en fait, ce n'est pas la même clientèle, ce n'est pas les mêmes besoins, c'était en fait un business différent. Donc pour résumer, pour vous répondre plus sans faire de détour, il y avait a priori des concurrents qui ressemblaient, mais plus on connaît son business et plus on rentre dedans, plus on se rend compte qu'en fait chacun était dans son idée précise et personne ne faisait exactement ce qu'on comptait faire, c'est-à-dire créer une marque pour les gens comme nous. Donc il n'y avait aucun e-marchand pour vous inspirer à l'époque, un modèle pour vous inspirant? Alors non, il y avait donc un gars qui faisait de la bourse de diamants. Il y avait tous les e-commerçants, donc des plateformes de distribution, donc pas des marques qui prennent des produits d'autres gens et ils les vendent dessus, c'est ce qui est la majorité de l'e-commerce, qui essayaient de le faire en joaillerie mais qui galéraient parce que les grands noms de la joaillerie refusent de se salir à distribuer en ligne. Donc en fait, il avait une offre indigente avec pas grand-chose à proposer. Il y avait des bijoutiers, mais avec des paniers moyens à 30-40 euros, donc qui faisaient de la fantaisie, du produit qui tourne vite, mais personne qui faisait exactement, donc un panier moyen autour de 800 euros, une marque qu'on appelle, on dirait donc luxe accessible, on dit en français, affordable luxury, disent les Américains, qui existe déjà dans le textile, dans la maroquinerie, dans plein de domaines, mais dans la joaillerie qui n'était pas encore pris. Donc en fait, en creusant, on a vu une petite niche où on a foutu un chat. Voilà. Vous avez c'est un dit, jeu de mots ça. Vous vous n'avez avez- jamais fait. vous avez dit que vous étiez que l'e-commerce était un peu les boutiquiers traditionnels ne voulaient pas se salir. Moi, je trouve que c'est un terme assez fort. Est-ce que vous êtes vu comme des pestiférés encore aujourd'hui? Est-ce que vous avez été accepté dans ce secteur qui est quand même particulier, du luxe? Alors, clairement, on est... une fois de plus, je vous parlais tout à l'heure de toutes les excuses qu'on peut trouver pour arrêter de créer une entreprise, parce que c'est très dur. La façon dont on a été reçu par le milieu, que ce soit les journalistes joaillerie, les fabricants, les distributeurs, les marchands d'or, les marchands de pierres, tout le monde, c'est même pas qu'ils nous regardaient comme des pestiférés, ils nous regardaient comme des... La joaillerie est un milieu secret, fermé, fondé sur des dynasties familiales, sur un héritage qui est très mis en avant, dont on s'enorgueillit sur 7 générations. J'ai un nom d'immigré libanais, je débarque avec ma barbe, ils m'ont regardé comme un fou et on s'est pris 10 000 claques. Et en fait, ce qui commence à ouvrir, ce qui nous a permis de démarrer, c'est de tomber juste sur un acteur du métier qui était un peu plus entrepreneur dans l'âme, qui peut-être s'ennuyait à mourir, et qui a dit, écoutez, moi, ma vie est grise, j'ai envie de faire un pari sur vous, ça m'amuse un peu, j'accepte de fabriquer pour vous. Et c'est le premier pas qu'on a fait, et ensuite, pied à pied, vous mettez le pied dans la porte, puis vous mettez le coude, puis vous faites des coudes, et vous essayez de rentrer progressivement, mais jusqu'à maintenant, ça reste difficile dans certains secteurs, mais on est maintenant coincé dans l'entrée et les gens acceptent de nous regarder ou de nous répondre quand on leur pose une question. Aujourd'hui, une des forces de Gemio est de pouvoir vendre moins cher grâce à Internet. Quelle différence de prix par rapport à vos concurrents physiques à gamme égale? Alors, aujourd'hui, il y a peu de produits comparables en joaillerie parce que les designs vont changer, les poids vont changer. On vend des produits forcément différents, on est une marque différente. Disons que pour des produits assez comparables, c'est-à-dire des alliances, des solitaires, ce genre de choses, par rapport à une marque de luxe, je vais prendre les grands exemples les plus prestigieux, Cartier, Tiffany et Van Cleef & Arpels. On va se retrouver entre un tiers moins cher, 50%, jusqu'à 66% moins cher, à peu près, c'est ce qu'on constate, pour des produits à peu près égaux. Il y a 10 000 nuances derrière, mais on arrive à être compétitif. Cela dit, là on est entre nous, entre guillemets, en plénière, on en parle du prix. Au début, on en parlait beaucoup, on disait nous sommes moins chers, ou on essayait de le glisser. On a vite compris qu'en joaillerie,
c'est le lieu du rêve, de l'émotion. Il ne faut pas trop salir le rêve et l'émotion avec des notions de prix. Donc on a compris aussi que la réalité nous a rattrapés, c'est pour ça qu'on ne parle pas trop de prix, etc. Maintenant, on a plein de moyens de le faire comprendre, de le suggérer, ou que ce soit un petit peu que ce soit sous-jacent à toute notre communication, qu'on devine que ça va être plus compétitif, mais sans être explicite, brutal, avec un prix barré et un éclaté jaune, moins 30%. Quelles sont vos clés du succès en matière de gestion des stocks, de distribution ou de conception? Qu'est-ce qui a fait le succès de votre entreprise? Alors, déjà, le mot succès, ça fait hyper présomptueux. Sincèrement, on est encore, on est minuscule. Je parle de marques qui font tout 1 milliard de chiffre d'affaires au plus. J'aimerais bien en faire un dixième déjà. Donc, disons que ce qui nous permet de nous différencier à ce stade, sans savoir encore si on va s'en sortir, c'est qu'on a innové sur les 3 composantes de la joaillerie, le produit, la distribution et le marketing. Le produit, on a innové parce qu'en joaillerie, globalement, ce qui fait qu'on vous fait payer très cher un produit, je ne sais pas si je dois me tourner vers vous ou vers là d'ailleurs, les deux comme ça, ok. Ce qui fait qu'un produit est très cher en joaillerie, c'est que le stock coûte très cher. Vous mettez des métaux précieux qui coûtent très cher, vous mettez des pierres qui coûtent très cher, de la fabrication en général en France, en Europe, qui coûte très cher, et vous laissez infuser le tout pendant en moyenne 1 an et demi à 2 ans. Un joaillier de quartier français va garder 2 ans une pièce de joaillerie avant de la vendre. Et ça, ce stock à financer, ça coûte une fortune. Nous, on s'est débarrassé du problème puisqu'on vend des images avant tout, donc un site internet avec des produits dont on voit les images, mais on ne fabrique que si l'on commande. Donc on n'a pas de stock à financer. Ça, c'est déjà un premier avantage par rapport à tous les joailliers de la planète. Le deuxième avantage, c'est la distribution. La distribution aujourd'hui en joaillerie, c'est par excellence un local Place Vendôme, ou dans un très beau quartier, des contraintes de sécurité, d'assurance, de vendeurs qui sont très très lourdes. Nous, au début, on n'avait même pas de local, même pas de showroom, et maintenant on a un petit showroom tout mignon dans une rue beaucoup moins chère, mais beaucoup plus sympa et qui correspond beaucoup plus à notre clientèle. Enfin, au niveau du marketing, comme on savait que nos concurrents vous avez probablement tous vu, ou une partie d'entre vous, mesdames, vous avez dû voir la pub L'Odyssée de Cartier avec la panthère à travers les âges. Rien que le budget de création de la vidéo qui est sublime doit être de 1,5 million, quelque chose comme ça, avec un budget de diffusion de 10 millions de marketing. Face à des gens comme ça, vous êtes juste tout nu. Ça ne sert à rien d'essayer en fait. Donc il a fallu innover et surprendre, être malin. Donc là où Cartier va avoir une panthère monochrome féline et qui en dit long sur l'aspect sulfureux de ce qui va suivre, nous on a un petit chat rose, innocent, nourrisson. Par exemple, Tiffany adore promener des calèches type New York des années folles dans la rue pour rappeler leur héritage. Nous, on a pris un petit combi van Volkswagen dégoûtant, on a foutu le chat rose dessus et on s'est baladé place Vendôme. Le buzz que ça a permis de faire, l'opération a coûté infiniment moins cher, mais le buzz était suffisant pour nous permettre d'exister. Sur les réseaux sociaux, c'est ça? Sur les réseaux sociaux, évidemment. Mais ça démarre sur les réseaux sociaux, mais ça part ensuite offline. La presse papier ou la presse plus traditionnelle a envie d'histoires plus croquantes à raconter. Donc on a pu aussi se diffuser de cette façon. Au Giden, on aime bien tout ce qui est en ligne forcément, et sur votre site, j'ai remarqué des fiches produits très épurées, des photos qui mettent bien en avant les bagues avec des systèmes tout simples de zoom automatique quand la souris passe sur la bague par exemple. Moi j'ai envie de savoir, que fait-on chez Gemio pour améliorer l'expérience utilisateur en ligne? Excellente question, Quentin. Alors, ce qu'on ne fait pas déjà, et ce qu'on a fait au début, parce qu'au début on veut toujours avoir du succès sans trop travailler, on a fait ce qu'ont fait la plupart des gens qui ont essayé de se lancer dans la joaillerie en ligne, c'est-à-dire on copie et on adapte. Copier et adapter, ça veut dire quoi? Quand on se lance dans la joaillerie en ligne, il y a 2 possibilités. Il y a ceux qui vont faire du LVMH. LVMH, je caricature, mais LVMH met l'émotion avant tout et va faire un site sublime avec une vidéo sublime,
un vieux moustachu en train de terminer, de finir sa malle à la main, dans un atelier avec des effets de profondeur de champ. Enfin, on a le cœur qui bat et de la belle musique. Mais alors, essayez de cliquer sur un truc et il n'y a rien d'achetable, allez voir en magasin. Enfin, c'est juste l'expérience n'est pas faite pour. On vous renvoie vers le lieu de distribution physique, point barre. Ou alors, il y a un autre très, très grand joaillier qui va faire un site avec des vidéos sublimes et un couple de jeunes trentenaires français qui décident de se marier. Monsieur lui passe une bague au doigt. Vous essayez de cliquer et la bague est sublime. Vous essayez de cliquer, vous vous dites, moi j'aimerais bien l'offrir celle-là. Donc on clique, erreur 404, on reclique, le lien n'existe plus, on fouille, on s'acharne, on appelle le service client, on nous répond à moitié en russe, on dit non mais j'aime bien cette bague qui est sur YouTube, etc. Et on finit par vous annoncer, oui, tout à fait, la bague Intel. Le prix de base qu'on en demande, quelle est la taille de doigt de madame? D'abord, on me demande, ce qui est une question absurde, parce que je ne sais même pas ce que c'est qu'une taille de doigt, je suis déjà stressé, me dire si c'est du 48 ou du 55, je veux juste avoir une ordre d'idée. Je dis, je ne sais pas. Elle me dit, ah non, non, je ne peux pas vous répondre si j'ai pas la taille de doigt. Donc déjà, l'expérience client est absurde. Et finalement, je dis, j'en sais rien, prenez la plus petite taille de doigt, et on me dit, ça commence à 55 000 euros. Et donc là, vous avez compris que toute l'expérience client de celui qui rêve sur Internet et qui veut aller à l'acte d'achat est à côté de la plaque. L'autre extrême, c'est ceux qui font du Amazon. Ils se disent, ok, c'est de l'e-commerce, donc on va foutre 10 000 produits côte à côte les uns derrière les autres, on va attendre que quelqu'un clique et que quelqu'un achète. Sauf que quand c'est un produit qui est dans un secteur où il faut créer de l'émotion, c'est très difficile de créer de l'émotion avec un carrousel de produits, un peu à la Criteo, où vous avez 150 produits qui tournent les uns derrière les autres. Impossible que ça ne donne pas une image manège à bijoux. Donc, ce qu'on ne fait pas, c'est copier et faire utiliser des recettes existantes. On a été obligé d'inventer à partir de milliers d'heures de passer à côté d'un client en leur disant « Ok, alors tu veux acheter une bague de fiançailles, qu'est-ce que tu te demandes ?»« Je me demande ça. »« Ok, très bien, alors on va te mettre la réponse là. On te met la réponse là. Qu'est-ce que tu veux ensuite ?»« Je sais pas, je comprends pas comment est fait le bijou. »« Ok, alors on va te permettre de voir le bijou de plus près. Qu'est-ce que tu te demandes ensuite ? J'aimerais savoir si je peux payer en 3 fois sans frais. »« Ok, on va te le mettre là. » Et en fait, on construit pas à pas une réponse qui n'existait pas. Je crains que beaucoup de grandes marques aujourd'hui se contentent d'acheter les services d'une agence. Et le métier de l'agence, c'est d'appliquer et de dupliquer soit une méthode Amazon, soit une méthode très display et très belle. Les agences, c'est plus difficile pour une agence d'inventer à partir de zéro une façon de distribuer qui est adaptée à un secteur particulier. C'est ce qu'on essaye un petit peu de faire. En tout cas, on n'a pas eu le choix parce que quand on a essayé un peu d'utiliser une méthode habituelle, on voyait bien que le client, soit il n'y avait pas d'émotion, soit il y avait de l'émotion, mais il n'arrivait pas à acheter ou il ne comprenait pas comment ça marchait. Ça, c'est intéressant. Donc, vous êtes parti des clients pour remonter et faire le site en ligne en conséquence. J'aimerais vous poser la question, du coup, quelles sont les particularités d'un client qui achète en ligne du bijou par rapport à un autre cyberacheteur? Est-ce qu'il y en a d'ailleurs? C'est-à-dire le cyberacheteur de joaillerie par rapport à un cyberacheteur normal. Même un cyberacheteur en général. Alors, déjà, dans notre cas, c'est un couple, c'est pas une personne. Donc, comme c'est un couple, c'est un couple qui va acheter, quand il achète un produit à 3 000 euros, il ne l'achète pas comme ça. Il va mettre des mois à se décider. Donc, vous avez un couple avec monsieur, madame, qui vont dialoguer, qui vont, quand ils ont 2 heures de pause, 2 minutes de pause au milieu du boulot, commencer à faire leurs recherches, qui vont continuer le soir, qui vont en discuter sur leur téléphone, puis sur l'iPad au fond du lit, puis depuis un hôtel quelque part, et en fait, tout ce qui est déjà traçabilité de ce qu'ils font est très complexifié. Donc, comprendre comment le marketing en ligne va marcher, le gars clique, on voit qu'il achète un mois plus tard. En fait, si madame rêve pendant 9 mois et que monsieur achète au bout d'1 minute sur un autre device, c'est quasiment impossible à tracer. Les agences vont nous vendre qu'on peut le tracer, mais c'est faux. On ne peut pas le tracer. Donc déjà, il y a plein de recettes qui ne fonctionnent plus. Ensuite, donc la traçabilité est compliquée. Le panier moyen étant très élevé, les durées sont longues. Les problématiques de paiement ne sont pas des problématiques de récurrence, sont plus des problématiques de fraude ou de crédit en ligne. Aujourd'hui, vous appelez n'importe quelle banque en France
pour leur demander de vous accompagner sur offrir du 3 fois sans frais en ligne. Les meilleurs, ça va être la BNP et la SOG. Ils ont des plafonds au-delà de 2500 €. Ils refusent de le faire. En joaillerie, c'est absurde. On vend des bijoux à 5000, à 8000 toute la journée. Il n'y a même pas d'offre adaptée. Donc en fait, il y a plein de détails qui font qu'on est obligé de ne plus utiliser des recettes existantes et de créer une solution nouvelle. Et au-delà du paiement, comment vous faites pour livrer quelle garantie offrez-vous justement? Parce que c'est pas évident d'acheter en ligne et de se faire livrer sa bague, son bijou. Comment ça se passe? Alors, la livraison, elle peut avoir lieu soit maintenant dans les showrooms, mais elle a lieu à distance. Et ça, on s'est un peu appuyé sur ce que faisait Blue Nile, l'américain, qui le fait à hauteur de 1,5 milliard de dollars tous les ans. Donc on savait que c'était possible. C'est en fait la chance qu'on a en joaillerie. Il y a beaucoup de problèmes ou de difficultés. Un avantage, c'est que c'est un produit avec une valeur très concentrée et qui est léger. Donc en fait, il est très adapté à l'envoi à distance. Il faut juste le banaliser, donc c'est des colis banalisés, et avoir des assurances, des assureurs qui vous suivent sur les sinistres s'il y en a. Ce n'est pas la partie la plus compliquée du tout. Il y a plein de challenges, mais c'en est pas un. Vous l'avez dit, donc vous avez ouvert des showrooms, vous vous êtes tourné depuis peu au commerce physique alors que vous étiez pure player à la base. Aujourd'hui, où en êtes-vous? Combien de showrooms avez-vous ouverts? Où sont-ils? Dites-nous tout. Alors, donc nos showrooms ne sont pas des lieux de distribution comme on pourrait l'imaginer. Donc on ne les a pas pensés comme un lieu de vente. C'est juste quand on a construit l'expérience, qu'on a demandé, je vous ai dit, passer des centaines d'heures à demander aux clients comment ils voulaient que son expérience se passe, on s'est rendu compte que quand on dépassait un certain seuil, on va dire autour de 800 000 euros, pour les bagues à 3 000, les bagues à 5 000, les bagues à 8 000 ou les parures à 8 000, on arrivait à un niveau où l'envie était quand même de voir le produit, de le toucher, de voir son volume, de se rassurer sur la qualité, quitte à ce que la commande ait lieu après coup en ligne. Mais il fallait un point de mesure. Donc en fait, ça n'a pas été inventé comme un point de distribution, mais comme un point de l'expérience client qui peut être vers la fin de l'expérience client, mais qui peut être au milieu. C'est-à-dire on a plein de clients qui passent, regardent, vérifient les volumes, puis ensuite achètent beaucoup plus tard de chez eux en ligne. Et donc les showrooms, qui sont des lieux de passage, il y en a un à Paris à côté de Odéon, donc typiquement pas place Vendôme, mais plutôt au milieu des bars, près de la rue de Bussy, à côté des galeries d'art, dans un endroit qui ressemble aux clients, pas à côté du Ritz. Et à Lyon, près de la place des Jacobins, près de la rue Mercière pour ceux qui connaissent, donc au milieu des bouchons lyonnais, enfin pas loin des bouchons lyonnais. Et donc ces showrooms ont été créés comme des lieux de passage d'expérience et sont intégrés de telle façon que c'est pas là où la vente se conclut, elle peut se conclure, mais c'est pas du tout obligatoire. C'est au milieu d'un parcours que le client invente comme il veut. Il y a des clients qui achètent en ligne, retirent au showroom. Il y a des clients qui achètent au showroom, retirent au showroom. Des clients qui achètent au showroom se font envoyer le bijou. Notre façon de penser dès le début, ça a été d'être ouvert à ce que le client souhaite et nous, on s'adapte derrière. Et vous ne risquez pas de perdre en agilité en ouvrant ces points de vente physiques? Alors, on s'alourdit forcément d'un point de vue business model ou capitalistiquement parce qu'il y a de l'immobilier, on va dire. Même si c'est très limité, puisque comme c'est de l'immobilier dans des coins moins coûteux que la place Vendôme, ça ne coûte pas forcément très cher. Mais on s'est juste rendu compte que la tentation que certains acteurs financiers vont vous pousser, eux cherchent de l'agilité. Il y a toute une industrie aujourd'hui qui est fondée sur le fait qu'on a envie que vous soyez complètement dématérialisé et que vous passiez de 0 à 1 milliard en 2 ans et que vous valiez 10 milliards et que les 99 autres entreprises du portefeuille meurent, ce n'est pas un problème. Ça, c'est une tendance et qui marche pour certaines entreprises. Nous, quand on a compris que la dématérialisation totale pour une certaine classe de produits n'était pas possible, on ne va pas juste pour plaire aux financiers ou pour s'auto-convaincre que le métier peut fonctionner de cette façon et pour obtenir la meilleure valorisation, éviter d'investir sur le physique. Au final, c'est le client le boss, ce n'est pas l'investisseur, sauf si on trouve un acheteur complètement idiot qui n'a pas réalisé qu'on est en train de lui vendre du flan. Le client, lui, si vous ne lui offrez pas la bonne expérience, il va arrêter d'acheter et vous êtes mort. Donc en fait, il a fallu s'alourdir, mais c'est pour le bien du client, donc
on reste infiniment plus léger qu'un joaillier traditionnel. C'est déjà suffisant, c'est déjà bien. On n'a pas forcément besoin de faire 1 milliard de chiffres pour être heureux. 100 millions, ce sera déjà super bien. On vous le souhaite. Merci. Il y a maintenant des vendeurs, donc, enfin, ce qu'on peut dire d'ailleurs des vendeurs, peut-être des conseillers dans vos showrooms. Et je sais qu'il y a une particularité, c'est qu'ils n'ont pas de prime à la vente. Est-ce que c'est pour assurer le lien entre voilà, la vente physique et la vente en ligne? Pourquoi ne pas avoir mis d'incentive justement sur les vendeurs et sur leur vente? Excellente question, Quentin. Alors, la façon dont ça se passe en joaillerie traditionnelle, c'est que les joailliers sont nés avec des lieux de distribution physique. Et le manager du magasin a intérêt à ce que les chiffres du magasin soient bons, sinon il ne sert à rien. Le jour où le joaillier va inventer un site internet, ses actionnaires ou les marchés ou les analystes vont leur dire: qu'est-ce que vous faites pour le digital? Ils vont se précipiter et créer un site internet. Mais vous êtes vendeur dans un magasin. Est-ce que si vous avez un client qui est sur le point d'acheter à 15 000, vous voulez que ça se conclue chez vous et que ça apparaisse chez vous? Ou est-ce que s'il dit: ok, je vais réfléchir, vous avez fait 3 mois de vente pied à pied pour le convaincre d'acheter cette pièce à 15 000, ce qui est hyper dur, et puis il rentre chez lui et clic, il achète à 15 000 chez lui, et vous, ça n'est pas attribué à vous. C'est dramatique. Enfin, moi, si je suis vendeur dans un magasin, je vais trouver tous les artifices possibles et imaginables pour qu'il achète chez moi. Je n'ai pas envie que l'e-commerce... en ligne. Exactement. Or, il se trouve que la réalité, le client aujourd'hui, lui, c'est pas son problème de savoir. Si il sait quel est le produit, même pire que ça. Aujourd'hui, il y a une époque où monsieur pouvait décider seul d'acheter et madame, ça la regardait pas trop, il fallait pas qu'elle voie le prix. Mais un couple moderne aujourd'hui discute des finances ensemble. Et typiquement, au moment de faire un achat à 8 000, ils ont bien envie d'en discuter une dernière fois et de respirer un grand coup avant d'acheter. Ce moment de discussion entre eux, typiquement, ils ont envie de le passer, pas devant le vendeur qui est là derrière avec les coupes de champagne, la truffe, et qui attend de savoir s'il va faire la vente de la journée. Donc, ils ont envie de se retirer, d'en discuter entre eux. Et ça, c'est quelque chose qu'on a envie de faire chez soi. Et puis, au fond de son lit à 23 h, allez chérie, on y va, et je clique. Pour pouvoir permettre ça, il fallait réinventer toute la façon de faire. Et du coup, on est en train de tirer un fil qui va arracher tout le système. Et c'est pour ça que la chance qu'on a, c'est que comme on est né comme un nouvel acteur, on a pu créer un système entièrement omnicanal dès le début et pas bricoler sur quelque chose d'existant. On a créé un système de telle façon que l'entreprise fonctionne unie. Les vendeurs qui sont au showroom, les personnes qui font des ventes au téléphone ou par chat ou par email ou les personnes qui sont responsables du web marketing sont dans le même pool et on travaille de façon complètement unie. Le client le sent puisque au showroom, s'il dit bah, écoutez, j'hésite, je ne sais pas ce que je veux faire, on le met complètement à l'aise, on lui dit mais surtout faites ce que vous voulez. Vous voulez acheter ici, génial. Vous ne voulez pas acheter ici, tant mieux, faites-le chez vous. On vous donne les moyens de le faire chez vous. Ensuite, derrière, on met en place quand même des moyens malins pour relier les ventes et comprendre le parcours client, mais ce n'est pas du tout quelque chose qu'on impose aux clients ou qu'on impose à nos vendeurs. Quelles sont les prochaines étapes de développement déjà en France pour vos showrooms? Est-ce que vous allez mailler le territoire et même à l'international? Est-ce que vous avez déjà des vues? Oui, probablement, puisque on a compris que le showroom était un élément important pour les pièces de valeur. Donc, autant maintenant pour le bassin parisien, on arrive à répondre à ce besoin. Pour les Lyonnais, on arrive à répondre à ce besoin, mais pour les Toulousains, les Bordelais ou les Strasbourgeois, aujourd'hui, il faut qu'ils prennent le train 2 heures. Il y en a qui prennent le train 2 heures pour venir au showroom et vérifier que la pièce leur plaît. C'est inévitable qu'on le fasse. Ensuite, c'est une question de moyens. Comme on n'a pas encore les moyens de nos grands frères, grandes sœurs, Cartier, Tiffany, Van Cleef, le jour où on les a, on ne va pas se gêner. La route des entrepreneurs est jonchée de réussites, mais aussi d'échecs. J'aimerais parler avec vous de 3 cas, de 3 expériences concrètes dans ce qu'elles ont permis à Gemio et à vous de progresser en tant qu'entrepreneur. Tout d'abord, est-ce qu'on peut revenir sur votre showroom de Lyon? Concrètement, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez appris du marché local par rapport à Paris? Est-ce qu'il y a eu des différences? Alors oui, il y en a eu. Déjà, on a ouvert le showroom de Lyon. On a réalisé au bout d'une semaine que contrairement à Paris, où quand on a ouvert le showroom de Paris, il y avait la queue le samedi dès le 2e ou 3e samedi, à Lyon, ce n'était pas le cas. Et l'une des raisons, c'est tout simplement on a réalisé que le chat rose, on avait fait des mois de pub et qu'on était connu. Donc quand on a ouvert le showroom, on a rempli un vide.
À Lyon, on n'avait jamais fait de pub locale. Et donc on s'est rendu compte que la moindre des choses, c'est de faire du marketing local, ce qu'on est en train de faire, et on voit déjà la différence. Donc, déjà des naïvetés, ça vous paraît peut-être évident, mais quand on est le nez dans le guidon, on s'est juste jeté sur le produit immobilier sans se rendre compte qu'il fallait faire un peu de marketing à côté. Ou par exemple, une autre chose, notre clientèle, que j'appelle classe moyenne éduquée, à Paris, elle prend le métro. La clientèle qui veut dépenser entre 500 et 10 000 euros sur un bijou prend le métro, c'est pas du tout, c'est pas segmentant de prendre le métro. À Lyon, on constate que notre clientèle prend pas tellement le métro. Le métro, c'est un peu plus étudiant. Notre clientèle vit plus loin, dans des pavillons. Moi, je suis pas lyonnais, mais du coup, très naïvement, on a découvert et on se rend compte qu'ils prennent la voiture. Alors, quand on prend la voiture, mais ça se trouve, faire de la pub dans le métro de Lyon, c'est un peu hors sujet. Ça se trouve, s'ils prennent la voiture, il va falloir faire des pubs plutôt JC Deco dehors, peut-être de la radio. 10 000 subtilités qu'on est obligé d'adapter pas à pas. Et on est obligé de rentrer dans la culture locale pour comprendre et vraiment comprendre ce que souhaite le client. D'ailleurs, si vous êtes à Lyon demain, on fait une giga soirée sur un rooftop. Vendredi soir, on a compris que les Lyonnais cool allaient dans une boîte cool qui s'appelle Le Sucre. Donc on va au sucre et on va se montrer notre minois pour essayer d'attirer les Lyonnais. À Paris, pour l'instant, on n'a jamais fait de soirée. On va peut-être en faire. Donc des petites adaptations à chaque fois qu'on comprend quelque chose. Le message est passé pour les Lyonnais. C'est gratuit. Ceux qui s'y rendront, et c'est gratuit. À l'inverse, prenons un autre cas, cette fois un peu moins réussi, je crois. Vous avez tenté une expérience à Beaugrenelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à fait. Beaugrenelle, c'était pas la joie. Pourquoi? Parce que innocemment, on s'est dit, on va se mettre dans un centre commercial et on va profiter du trafic. Et en fait, c'était celui à Paris, hein, c'est celui bien ça. qui est à Paris. Donc Beaugrenelle est en deux parties. Moi, je connaissais le cinéma, qui est super bien. Je vous le recommande. Hein. Et il y a l'autre partie qui est centre commercial, qui est un peu moins connu parce qu'elle est de l'autre côté de la rue Linois et où il y a des magasins. C'est un centre commercial où il y a Zara et plein de maisons du monde, etc. Et on s'est dit, tiens, on va profiter du trafic. Sauf que, pardon, on a réalisé qu'il y a plein de contraintes qu'on n'avait pas prévues parce qu'on n'est pas des spécialistes du retail. C'est le comble pour la Paris Retail Week. Mais que dans un centre commercial, il y a 10 000 contraintes absurdes. Nous, notre showroom à Paris, on l'a inventé tel qu'on le voulait, avec les couleurs qu'on voulait, les meubles qu'on voulait, la musique qu'on voulait et l'ambiance telle qu'on l'imaginait, avec des dragibus, la bonne musique, des vendeurs sympas et un cadre valorisant. À Beaugrenelle, on s'est retrouvé entre des commerces qui n'avaient rien à voir, donc ça crée un cadre un peu bizarre. Plus mass market du coup. Plus mass market. On nous a imposé des contraintes réglementaires qui ont certainement un sens, mais qui sont un petit peu contraignantes. Il faut des meubles qui brûlent pas, comme ci, comme ça. Donc au final, vous vous retrouvez avec des meubles hyper moches, et du coup, ça ne crée pas d'envie. La musique du centre commercial, si la direction du centre commercial m'écoute, elle est dramatique. Et en fait, ça joue. Parce que si vous venez acheter une pièce à 3 000 euros et que vous avez la fête au village derrière, ça marche pas en fait. Vous avez juste pas envie. Il y a un écart qui est insupportable. Et en fait, en creusant, on a compris que il ne suffisait pas. J'imagine c'est les bases du retail. Les spécialistes du retail dans la salle doivent me regarder comme un petit enfant qui disent c'est bien qu'ils découvrent ça maintenant. Mais nous, innocemment, en ouvrant le showroom, en voyant que ça marche, on a ouvert innocemment, on s'est rendu compte que non, c'est pas comme ça que ça marche. Si on n'est pas dans le bon cadre, avec la bonne musique, le bon trafic, la bonne clientèle, ça marche pas du tout et on a plus de contraintes. Ah oui, encore un autre truc, pardon. Horaire d'ouverture imposé. 10h, 22h en semaine. Beaucoup de centres commerciaux. Mais quel couple va aller en joaillerie? Déjà en joaillerie, il n'y a pas beaucoup de monde, mais être imposé d'être ouvert de 20h à 22h ou de 10h du matin à 13h, personne va entre deux sandwichs acheter une bague à 5 000 euros. Donc en fait, il y a 10 000 contraintes et on voulait adapter nos horaires, impossible, alors que dans le showroom, on fait ce qu'on veut. Donc voilà, c'est plein d'exemples concrets du fait que quand on se heurte à la réalité, ça ne marche pas aussi facilement qu'on le pensait. Je vais continuer peut-être sur un deuxième exemple, la fabrication à l'étranger. Ça a été aussi compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé?
La fabrication à l'étranger, c'est compliqué parce Qu'est-ce que c'est d'abord déjà pour ceux éventuellement? Alors aujourd'hui, on fabrique tout en France, enfin quasiment tout en France, un tout petit peu en Allemagne, comme les grands joailliers. Et la plupart, pardon, les grands joailliers fabriquent les pièces chères en France, mais une bonne partie des pièces qu'ils fabriquent est fabriquée en fait même plus en France depuis un moment. Ça peut être ailleurs en Europe, mais ça peut souvent être en Asie. On nous a dit, mais vous êtes fous de fabriquer en France, c'est trop cher, allez ailleurs. Pardon. Et en fait, Un chat dans la gorge. j'ai un chat dans. Bien joué. Désolé. Et ce qui paraissait être une bonne idée sur les prix, facialement, ça paraissait être très intéressant. Mais une fois de plus, quand on creuse qu'il y a un risque de change, qu'à notre échelle, on ne peut pas forcément supporter, que la douane est tout un problème, que la qualité n'était pas forcément au rendez-vous, que le dialogue avec 9 heures de décalage horaire, à notre échelle, pour une grande boîte, c'est faisable, mais pour une boîte comme la nôtre, c'est pas possible. C'est un autre exemple, sans rentrer trop dans les détails, de bonne idée sur le papier, ou qu'un investisseur, quel qu'il soit, ou moi en tant que financier, quand je fais mon BP, mon business plan, je me dis plus 20% de marge, plus 20% de marge, génial, on y va. Et en fait, quand on se heurte à la réalité, on se rend compte que on s'arrache les cheveux, on fait des calls à 3 heures du matin, les bijoux arrivent de travers, ils ont tout compris à l'envers, la douane a bloqué les pièces sans raison. Bon, la réalité vous rattrape toujours. Voilà. Vous avez parlé d'investisseurs, ça va permettre de terminer cette interview et après on passera aux questions dans la salle. Vous avez réalisé plusieurs levées de fonds. Vous pouvez faire un rapide rappel de combien et quel montant, etc. Et pourquoi avoir eu besoin de lever, à quel moment? Alors, la levée de fonds, c'est à la fois une opportunité pour faire des choses et c'est un symptôme du fait que la boîte perd de l'argent. Donc, il ne faut pas être idolâtre avec la levée de fonds. C'est à la fois parce que il y a un peu le fuss médiatique autour de une idolâtrie de la levée de fonds. C'est génial parce qu'on a les moyens de tenter des choses, mais en réalité, ça cache que si le business, il y a plein de business dont personne ne parle en France qui sont magnifiques et qui n'ont jamais eu besoin de levée de fonds pour cause, parce qu'ils vont très bien sans. Donc nous, la levée de fonds, c'était une opportunité. Ça a été l'opportunité de tenter de diffuser le chat rose, de recruter 1 ou 2 personnes clés. Mais c'était aussi plein de contraintes, des contraintes de reporting, des contraintes de passer notre temps à expliquer ce qu'on fait, alors qu'avant on pouvait y aller à l'instinct et aller plus vite quelque part. Et donc les levées qu'on a faites, on a fait des levées auprès de proches, classiques, des amis d'amis, des investisseurs business angels, etc. Et au total, en plusieurs fois, on a dû lever à peu près 2 millions de cette façon. Et une levée un peu plus médiatique, il y a 4 ans, on avait pris un fonds de venture capital et là c'était un peu plus de 3 millions. Donc au total environ 5 on va dire. On n'a pas fait de levée depuis un moment, ce qui en fait est une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que du coup on n'a pas les moyens spécialement, donc on est autofinancé, on est rentable maintenant. On avance avec chaque euro qu'on gagne, on essaie de se développer, ça ralentit forcément. La bonne nouvelle, c'est que si on n'en fait pas, c'est qu'on en a beaucoup moins besoin. On n'a plus le couteau sous la gorge. Et donc pourquoi on fait une levée de fonds? On fait une levée de fonds juste quand on regarde sa courbe de cash, qu'on voit qu'à un moment donné, il va falloir la faire, c'est tout. On l'a fait pour ça, on ne la fait pas par plaisir. Je pense qu'on a fait un tour. Vous avez accepté donc les questions dans la salle et c'est Pascal qui va reprendre la main. Merci Sharif, merci Quentin, très intéressant. On vit une époque formidable. On voit hier Costo nous disait qu'il vendait des bijoux de marque à 18 000 € dans ses magasins. On peut aujourd'hui, Sharif nous l'a démontré, créer une nouvelle marque de joaillerie en France en partant du net pour descendre dans un showroom, mais ça reste un point de vente réel. Alors je pense que l'histoire des fonds d'investissement est très intéressante aussi. Je pense que vous avez plein de questions à poser, n'hésitez pas, on va vous apporter un micro. Je vois que monsieur, madame, il y en a partout là. Monsieur, levez-vous s'il vous plaît, si vous pouvez nous donner votre nom. Damien Alexandre, Société SAP. Merci pour cette belle histoire. En imaginant qu'elle soit un succès qui se développe sans cesse, que le showroom de Paris soit saturé,
que j'ai envie de ressentir de l'émotion quand j'achète un bijou en couple. Comment est-ce que vous prévoyez de supporter cette croissance qui fait que peut-être que j'aurais plus envie, même en prenant des rendez-vous dans le showroom, d'y venir, et que j'aurais peut-être envie de voir le bijou à la lumière pour évaluer sa transparence, sa forme exacte. Comment est-ce que vous allez gérer cette expérience? Est-ce qu'il faudra payer d'abord et on pourra essayer ensuite? J'ai vu qu'il y a les 30 jours d'offert. Quel est votre... Vous voulez dire, monsieur, parce qu'au showroom aujourd'hui, on peut voir le bijou et le tourner sous la lumière. Mon point, c'est si le showroom devient trop saturé, surpeuplé, vous faites comment? Alors, c'est un problème que je rêve d'avoir. Hein. C'est un problème de riche, mais vous avez raison. En fait, la densité de vente on n'est pas un retailer normal. Parce qu'on n'a pas un pas de porte, on attend que le trafic rentre et puis quand on arrive à le happer, on essaie de lui faire vendre et avec une densité en euros par mètre carré sur laquelle on essaie de se battre. C'est pas du tout un problème qu'on a. Le lieu est petit. Quand les gens viennent, en général, ils savent déjà pas mal ce qu'ils veulent. Ils vérifient 2-3 trucs, ils posent 2-3 questions et puis soit ils achètent et puis le panier moyen est hyper élevé, soit ils achètent sur place, soit ils rentrent chez eux, ils achètent chez eux, donc ils occupent même pas d'espace dans le showroom. Donc la densité d'euros au mètre carré de vente, pour vous donner une idée, j'ai fait des benchmarks par rapport aux meilleurs. On est loin devant des Tiffany ou des gens comme ça, parce que les gens, c'est un lieu de destination. Ils viennent, ils sont prêts, ils convertissent. Et on est juste derrière Apple, des Apple Store. Donc en fait, rentabiliser l'immobilier, c'est pas du tout un problème. On en fera 2, puis 3, puis 4. Le showroom en lui-même est 1000 fois rentabilisé dès lors qu'il est saturé. Le challenge, c'est qu'il faut le saturer, il faut qu'il y ait sans arrêt des gens. Et autant à Paris, on y arrive très très bien, parce que ça fait longtemps qu'on fait du marketing. Dans des lieux où on ne nous connaît pas, on arrive à la limite de l'exercice qui est il faut avoir de la notoriété pour saturer le showroom. Donc l'immobilier est le dernier de nos soucis aujourd'hui. Je ne sais pas si ça répond. C'était la bonne réponse? Merci. Merci. D'autres questions? Monsieur, on vous apporte le micro. Si vous pouvez vous le lever, s'il vous plaît. À quel moment de votre aventure, monsieur, la question du coût d'acquisition de clients s'est posée? Et comment vous la vivez aujourd'hui? Très bonne question. La question s'est posée le jour où on a découvert une engeance qui s'appelle l'investisseur, qui est habitué à des business plans dans lesquels il demande le chiffre d'affaires, la croissance et le coût d'acquisition client. Le coût d'acquisition client, c'est quelque chose de simple quand on a des dépenses AdWords et puis un clic derrière, on fait 3 ratios et on a la réponse. Quand on a un business sur lequel on investit pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis au bout d'un moment, on sait pas trop, on investit à la fois offline, online, on fait des événements, le client nous voit dans le métro, puis nous revoit sur Internet, puis nous voit sur Criteo, puis il va à un événement, puis décide enfin d'acheter. Comment est-ce que vous calculez le coût d'acquisition client? Soit vous faites je parle en ingénieur, de l'ultra instantané, et vous essayez de regarder, ok, j'ai dépensé 10 000 ce mois-ci et j'ai fait 100 000 de chiffre d'affaires, donc le coût d'acquisition client est tant. Mais en fait, c'est complètement stupide parce que si vous faites une campagne de marketing métro qui vous coûte une fortune, les ventes, elles vont arriver dans l'année qui suit. Soit vous êtes à l'inverse, vous faites des moyennes glissantes sur 24 mois, vous dites j'ai dépensé sur 24 mois environ tant et j'ai fait environ tant sur 24 mois de chiffre d'affaires. Donc en moyenne, mon coût d'acquisition client est ça. Mais dans ce cas, c'est très difficile de savoir quelles sont les opérations marketing qui ont fonctionné, celles qui n'ont pas du tout fonctionné. Il y en a certaines qui grèvent. Vous posez la question la plus difficile de tout le business. C'est probablement parce qu'elle est difficile qu'on est les seuls à accepter ou qu'on a réussi à dire aux investisseurs, écoutez, on n'en sait rien. Vous allez être obligé de nous faire confiance sur notre instinct et nos méthodes et notre flair, parce que toutes vos data, big data, machin, etc., ça ne marche absolument pas. Et donc, comme on a trouvé des investisseurs qui ont accepté ça, eh ben ça marche, parce qu'on utilise notre cerveau. Aujourd'hui, dès qu'on essaie de faire de l'analyse mathématique, c'est dramatique et ça dit l'inverse de la réalité. Je ne sais pas si ça répond, mais ça vous dit juste que c'est très dur.
Merci. D'ailleurs, c'est intéressant. Tu parlais de l'impact de la communication traditionnelle dans le métro. Tu es un pure player, Oui. puisque tu es né sur Internet. sur Internet. D'abord, est-ce que le rapport entre les deux d'investissement est plus rentable? Ta campagne dans le métro a été plus rentable que tes campagnes de, je ne sais pas, si tu fais des bannières, si tu fais du targeting, etc. Eh bien, je ne vais pas pouvoir te le prouver, Pascal, mais quand on a démarré les campagnes marketing métro, il n'y a aucune raison de les soutenir parce que ça coûte super cher et il n'y a aucun résultat immédiat. La seule chose, et ça, Internet allait avoir du mal, ou notre trafic, même notre trafic web allait avoir du mal à nous le dire, c'est juste qu'on entendait autour de nous des bruissements comme quoi, oui, le chat rose est mignon, le jour où je serai prêt, je vais le constituer. Et ça, il y avait, même si vous regardez notre trafic Internet, avant et après le chat rose, il a à peine bougé. Donc, on savait que c'était une bonne idée, on savait que c'était nécessaire parce que le processus est très compliqué pour acheter de la joaillerie, il faut rentrer dans la tête des gens, il faut les rassurer, il faut être top of mind et le jour où ils sont mûrs pour acheter, alors ils pensent à vous, mais c'est 3 ans plus tard et c'est pas traqué. Mais il n'y a aucune donnée chiffrée qui pouvait nous le prouver. Ou alors il faudrait faire des enquêtes de notoriété toutes les semaines et ça coûte plus cher que la campagne de market elle-même. Merci. D'autres questions? Monsieur? Ce sera la dernière question avant de conclure. Alors j'aimerais savoir comment est-ce que vous vous êtes débrouillé pour livrer des bijoux d'un prix aussi gros, quoi. À distance. Ouais. Enfin, je suppose qu'on les commande sur Internet et que vous les livrez. Alors, ils sont dans des... En fait, ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas les premiers à inventer ça. Aux États-Unis, il y a une boîte qui vend pour 500 millions de bijoux tous les ans sur Internet. Donc on savait que ça devait être faisable. Derrière, c'est un produit qui est valeur concentrée, qui est léger, qui est petit, en fait, qui est adapté l'envoi à distance. La seule problématique, c'est une problématique de perte ou de vol. Le vol, vous l'évitez assez vite parce que si vous banalisez le colis, bien sûr, ça peut arriver qu'on vole un colis Amazon, mais au bout d'un moment, le transporteur fait des enquêtes et ça peut pas se propager trop loin. Donc le colis, il est banalisé, il n'y a pas marqué Gemio dessus, il a un autre nom, il a d'autres noms aléatoires. Et puis derrière, ensuite, en cas de vol, c'est une question d'assurance. Et ça, c'est un jeu qui se joue avec votre assureur. Vous vous mettez d'accord sur la façon dont vous allez couvrir le risque et vous le couvrez. Dans les faits, sincèrement, on n'a quasiment pas de problème. Et les rares moments où on a un vol, l'assurance le couvre et puis c'est terminé. Donc c'est vraiment pas... On a plein de challenges, on a plein de trucs qui font qu'on n'est pas sorti de l'auberge, mais le transport n'en est pas un. Merci. Très rapidement, je vois que monsieur veut poser une question. Attendez, je viens vers vous. Voilà. J'arrive, si tu peux faire une réponse rapide. Très rapide. Vous avez dit que vous n'avez pas de stock pour faire des économies. Et comment vous faites pour garantir un délai de livraison au client pour qu'il soit satisfait? Alors, on n'a quasiment pas de stock. La très très grande majorité des produits sont fabriqués à la commande, à la pièce, et on livre en 2 à 3 semaines, donc ça prend du temps. Et on fait patienter le client, l'informant de façon transparente sur le niveau d'avancement du produit, de la fabrication. On a aussi une petite gamme en stock, mais très petite, au cas où monsieur est en retard pour le cadeau. Et pour cette toute petite gamme, on arrive à livrer en 48 heures. Mais c'est une toute petite partie. Le reste, c'est comme Toyota, on fabrique quand on nous commande. C'est pas très joli de dire comme Toyota, mais c'est le cas. Et pensez à nous pour vos achats. Le bijou, c'est ce qui fait le plus plaisir. J'ai pas de code de réduction à vous communiquer parce qu'on ne fait pas de réduction. Mais inscrivez-vous à la newsletter. Je crois qu'il doit y avoir quelque chose d'offert si on s'inscrit à la newsletter. Merci beaucoup. Très joli mot de fin. Commercial. N'est-ce pas? Le placement est bon. Merci Quentin. Bravo Sharif pour cette belle histoire et cette belle aventure. Merci monsieur. Mais je vous en prie. Nous allons enchaîner tout de suite avec l'intervention du directeur général de Le Bon Coin qui va venir me rejoindre dans quelques minutes. Vous restez là, ça démarre tout de suite. Merci.